Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette nouvelle aventure de l'émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale. Ceci peut vous aider à prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Au menu de ce numéro de Starcom, nous allons parler de l'élection présidentielle de 2020. Il faut dire que plusieurs personnes ont été tuées dans les heures entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre à Conakry. 3 jours après l'élection présidentielle guinéenne, les résultats partiels qui donnent Alpha Condé, le président sortant en tête au premier tour, sont vivement contestés par son rival, Cellou Dalein Diallo, qui revendique la victoire. Selon nos informations, il faut dire une mission conjointe composée de la CEDEAO, l'UA et l'ONU séjour à Conakry depuis ce dimanche en vue de désamorcer la crise née de la présidentielle du 2 octobre en Guinée. Et dans cette émission, nous, on se pose ces questions. Quel enseignement faut-il tirer du scrutin présidentiel du 2 octobre? Qu'est-ce qu'il faut retenir des recommandations de la société civile? Et quelle analyse faut-il faire des résultats annoncés par la Commission électorale nationale indépendante? La réponse à toutes ces questions, c'est après Justa. Et vous l'avez compris, c'est le premier numéro de l'émission Starcom. Une rentrée, il faut le dire, pas des moindres, après une semaine tendue en Guinée, après le scrutin présidentiel du 18 octobre, une élection qui s'est soldée notamment par la victoire dès au premier tour du président sortant Alpha Condé qui brigue un nouveau mandat qui est désormais déclaré par la Commission électorale nationale indépendante, des résultats contestés pour le moment par Cellou Dalein Diallo, le principal leader de l'opposition. Pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau l'un des acteurs clés notamment de ce processus électoral par notamment les dispositifs annoncés notamment par le Conseil national des organisations de la société civile à travers notamment une certaine représentativité pour la couverture en termes d'observation du processus électoral. Docteur Dansa Kourouma, c'est le président, bien évidemment, du CNOX qui est avec nous sur ce plateau pour cette rentrée de l'émission Starcom. Au plaisir également de vous retrouver, vous, chers téléspectateurs de cette émission, et votre absence nous a manqué. On espère tout simplement que ce n'est que partie remise et nous revenons dans cette émission avec une nouvelle énergie pour vous servir, pour vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité guinéenne. Alors, docteur, tout le plaisir est pour moi de vous avoir dans cette émission pour cette rentrée. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, c'est un plaisir. Alors, apparemment, on sort d'un processus électoral un peu mouvementé. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, voilà, quel est le moral aujourd'hui qui vous anime? Écoutez, je suis très touché, très choqué, et voire même dans un état de choc affectif que je ne peux pas décrire. Quand vous voyez les images qui circulent, quand vous savez ce qui se passe actuellement dans les banlieues de Conakry, écoutez, quel que soit votre mental, vous ne pouvez pas être serein. Donc, mais comme c'est un combat de longue haleine, je me suis fait pression pour pouvoir répondre à cette émission. Ouais. Sinon, quand j'ai revisité les derniers rapports de nos observateurs sur le terrain, dans certains quartiers de la commune de Ratouma et de Matoto, honnêtement, je ne reconnais plus si c'est des Guinéens qui sont là-bas. Ouais. Je m'interroge, est-ce que cette partie de Conakry est habitée par des Guinéens? Quand vous savez le niveau de violence, de haine tribale qui caractérise aujourd'hui des groupes de jeunes mobilisés dans le quartier, munis d'armes blanches, qui distillent des messages de rejet ethnique que vous ne pouvez pas comprendre. Quand je sais que des familles qui ont cohabité depuis des décennies se font la guerre, on rentre, on demande aux gens de sortir pour les égorger. C'est dommage. Quand je sais que quelqu'un qui a construit une clinique après 20 ans d'activité, que cette clinique a été réduite à sac par une population, pourtant que les médecins ont servi pendant des années, parce que c'est seulement détenu par quelqu'un d'une ethnie contraire
à votre ethnie. C'est dommage. Alors, je me dis qu'on n'est plus en politique. Ouais. C'est l'expression même du Guinéen qui refait surface. Parce que je crois qu'on fait beaucoup d'hypocrisie dans ce pays. On fait semblant qu'on s'aime, on fait semblant qu'on vit ensemble, mais en réalité, on ne s'aime pas du tout. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas encore montré le chemin. Donc, je suis très choqué par la manière dont cette jeunesse guinéenne, on dirait qu'elle ne regarde pas ce qui se passe dans les autres pays. On va parler de cette jeunesse guinéenne et vous l'avez compris notamment, le moral de mon invité n'est pas au beau fixe, notamment c'est le cas pour tout Guinéen qui observe un peu la situation qui prévaut dans notre pays. Alors docteur, on va revenir notamment sur le premier aspect de cette émission, notamment l'élection présidentielle. Il faut rappeler que vous avez déployé assez d'observateurs sur le terrain et au sortir du scrutin, il y a eu des déclarations et même des contenus de rapports. Alors quel enseignement on peut tirer de vos observations au sortir du scrutin présidentiel? D'abord, c'est une observation qui a couvert la phase préélectorale d'abord. Ensuite, le jour du scrutin. Et le travail d'observation se poursuit jusqu'à la publication de notre rapport final qui interviendra dans les 72 heures. La phase préélectorale s'est annoncée très agitée. Les discours politiques étaient contraires aux éléments de principe recherchés dans une élection démocratique. C'était des discours personnifiés de haine, de rejet, de reprobation, mais aussi de velléité de contestation avant même le scrutin. Les communautés ont été présentées comme les électeurs et non les citoyens. Ah oui. Alors, ça fait que l'opinion était déjà, des populations étaient déjà préparées à cette scène de barbarie qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui à travers la ville de Conakry et dans certaines régions, villes de l'intérieur du pays. Alors, l'autre élément salutaire, c'est que le fichier a été jugé d'une qualité suffisante pour la tenue de ces élections par les experts de l'OIF, même par nous les observateurs, parce que n'oubliez pas qu'on a suivi ce processus depuis l'audit du fichier jusqu'à la rendue publique des dernières conclusions des experts de la CEDEAO. La société civile était là. Je crois que le fichier s'est amélioré en termes de qualité. L'hypertrophie du fichier qui était caractéristique de l'enrôlement de 2018 a été maîtrisée. De près de 8 millions de lecteurs, on s'est retrouvé à 8 millions, à 5 millions forts de lecteurs. Et beaucoup de doublons, des mineurs ont été extirpés du fichier parce que je n'ai pas entendu pendant ces élections que des mineurs ont voté. Ah oui. Au moins, ça c'est un élément d'appréciation sur la qualité du fichier. Ça, le mérite revient à la CENI et à tous les acteurs, surtout la CENI, qui est composée quand même de personnes qui ont bien voulu relever le défi d'un fichier douteux. Alors, il faut reconnaître que la campagne électorale était sur fond de discours belliqueux ou bellicistes. Oui, la polémique, sincèrement. Et non de projets de société. Je n'ai pas vu de discours croisés sur les projets de société. Ah oui, ça a été un peu la grande fausse note parce que c'était une campagne électorale non basée sur les discours ou les projets de société. J'ai l'impression que c'est les composants d'un même système qui se sont confrontés. C'est-à-dire un même système. Ce système qui est vieux de 2 décennies, c'est les mêmes personnes. Quand vous voyez la configuration en dehors du jeune Abdoulaye Kourouma, vous voyez que c'est la même chose. Abbé Sylla n'a pas été associé à la gouvernance du pays encore. Il se présente encore comme un homme neuf, mais qui ne fournit pas assez d'efforts pour convaincre les Guinéens. Donc il a des qualités personnelles, mais politiquement, il n'a aucune machine qui le permet de valoriser ses acquis parce que c'est quelqu'un qui a les mêmes propres. En dehors, mais tous les autres, c'est le même système, c'est les mêmes personnes qui veulent la Guinée. C'est pourquoi... Des dirigeants d'hier devenus opposants, des opposants d'hier, voilà, d'aujourd'hui devenus tu es en train exactement de caricaturer tel que ma pensée par rapport à cela. Donc, il ne pouvait pas avoir de projet de société contradictoire. En réalité, chacun voulait perpétuer le système, mais en utilisant un discours autre, c'est-à-dire la victimisation ou la division ethnique. Et voire même l'acharnement. L'acharnement ethnique. Donc, en réalité, ce n'est pas la meilleure élection qui était attendue pour la Guinée, une élection qui devrait permettre d'arracher une alternance démocratique par les urnes, sur la base de la pertinence du projet proposé aux Guinéens,
pour barrer la route au président Alpha Condé. Mais j'ai vu le contraire. Mais malgré tout ça, quand même, c'est vrai que la campagne électorale nous a donné ses prémices d'un scrutin très mouvementé, très agité. Mais on a vu que le 18 octobre, c'est comme si il y a eu une sorte de déclic mental en termes de prise de conscience. Ça s'est passé dans la paix. Et les Guinéens se sont mobilisés de façon massive. Et le bureau de vote est débordé. Et tout s'est passé dans les conditions les meilleures. Exactement. J'en revenais pour le jour du scrutin. Et force est de constater que c'est un vote qui s'est passé dans le calme, dans la sérénité, avec une forte mobilisation des électeurs, de tous les électeurs d'ailleurs, avec un taux de participation qui dépasse les 75%. Ouais. Ça veut dire 2 électeurs sur 3 se sont rendus au bureau de vote pour voter. Certains endroits même, c'est plus que ça. Donc, il n'y a pas eu de violence le jour du scrutin. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des incidents. Nous avons notifié une 60aine d'incidents qui concernent 12,05% des bureaux de vote repartis dans tout le pays, mais notamment dans le fief des 2 principaux candidats. Je vais parler de Alpha Condé en Haute-Guinée et Selouda en Moyenne-Guinée. Parmi ces incidents, c'est le refus d'accepter les observateurs et les délégués des partis politiques par certains présidents de bureaux de vote. Nous avons enregistré dans maints endroits, c'est pourquoi c'est seulement 85% des délégués et des observateurs qui ont pu accéder au bureau de vote. Dans les 2 régions? Disons sur le plan national, ouais. Mais avec un accent mis sur ces 2 régions où le rejet, l'intolérance était très élevée sur le plan politique. D'ailleurs, ce qui illustre un peu les événements préélectoraux de l'Abbé, de Dalaba, de Farana et de Kankan que nous avons enregistrés. Alors, il y a eu beaucoup d'acrobaties avec la CENI et le président de la CENI s'est montré très résilient à pouvoir répondre, à résoudre tous les problèmes qui ont été posés. Parce qu'on sait quand même il y a eu quand même assez d'anomalies également qui ont été signalées le jour du scrutin. Je revenais à ces incidents. Et le refus des partis des délégués et des observateurs dans certains endroits, mais également le vote guidé. Le vote guidé, c'est-à-dire des mercenaires politiques tapis dans l'ombre qui indiquaient aux électeurs pour qui voter. Nous avons enregistré ça dans certaines régions, notamment la commune de Ratoma, et en Haute-Guinée et une partie de la Moyenne-Guinée, notamment à l'Abbé et à Tougué. Alors, en dehors de cela, l'autre élément que nous avons observé, c'est le vote par procuration que nous avons vu dans certaines localités, qui était très, 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 très important. Alors, nous avons enregistré dans certains bureaux de vote un électeur qui se présentait avec 2 bulletins, ou 2 ou 3 cartes d'électeurs pour voter pour la même personne, pour voter pour des gens qui n'étaient pas disponibles. Donc, cet élément a été un élément important que nous avons signalé, mais permettez-moi de vous dire, c'est marginal, c'est dans certaines régions, surtout en milieu rural, qu'on a enregistré ces cas de figure-là. Mais un autre élément, c'est la centralisation qui est la bête noire du processus électoral guinéen. Permettez-moi de l'appeler comme ça, les CACV. Il faut qu'on refonde la loi électorale pour que les CACV soit les CACV disparaissent dans le processus électoral, qu'on remplace les CACV par de la technologie récente pour permettre d'avoir les tendances des résultats des élections dès le soir au lendemain des élections. Pourquoi ne pas utiliser c'est facile. Pourquoi ne pas utiliser des tablettes comme au Nigeria, qui fait l'électorat guinéen, l'électorat du Nigeria, ça fait même sur WhatsApp, 50 fois l'électorat de la Guinée. Alors pourquoi ne pas utiliser les tablettes bien paramétrées pour la remontée des résultats au lieu d'utiliser des CACV? Pour moi, la question fondamentale aujourd'hui, c'est que le législateur s'est trompé. Parce que les 2 mouvances politiques qui se bagarrent aujourd'hui, c'est eux qui ont fait le code électoral. Ils ont oublié que ce code pouvait les rattraper. C'est comme la destination des copies des procès-verbaux. Les 6 copies sont définies par le code électoral et on demande à la CENI de faire autre chose qui est différent du code électoral. Les mêmes partis politiques allaient dire que la CENI a délibérément violé les dispositions du code électoral. Pourtant, on dit que c'est la 6e copie qui revient aux représentants des partis politiques. Mais les 5 autres copies, le législateur a défini les destinataires de ces copies-là.
Alors, on parle de l'utilisation des fiches de résultats comme document authentifié. Non. Écoutez, la fiche de résultats, si on utilisait la fiche de résultats, c'était une violation du code électoral. Donc, en réalité, les insuffisances, les lacunes du code électoral continuent à déteindre sur la crédibilité globale du processus électoral en Guinée, qu'on ne peut pas imputer à la CENI ou à une Parce que la CENI n'est qu'une institution qui fonctionne, qui est régie par la loi, par le code électoral. Qui ne peut pas inventer son ne peut pas inventer la loi, ce n'est pas des législateurs. Donc, au-delà de cela, il faut reconnaître que, sous l'analyse globale des résultats, le taux de participation était impressionnant, surtout par région. La région de l'Abbé et la région de Kankan se sont illustrées avec des taux extrêmement élevés. Alors, cette dernière question, sur ce taux de participation, est-ce que c'était... quelle explication avez-vous à donner à cela? Est-ce que c'est un désir de citoyenneté, de s'acquitter voilà, à son devoir citoyen, ou bien c'est juste une façon de rompre peut-être à un système? Oui, il y avait les deux. C'était la loi de l'action et de la réaction. Écoutez, permettez-moi de cartographier selon la position politique du pays. Le fief de l'opposition voulait vaille que vaille l'alternance. Donc le message est passé que chacun vienne voter massivement. Il y a eu la technique de rabattage qui a été utilisée par les deux formations politiques. En Haute-Guinée, en Moyenne-Guinée, le fief de l'opposition, en Haute-Guinée, le fief du pouvoir, il y a eu un rabattage méticuleux qui a permis d'obtenir ce taux de participation. Et Kankan est à 89%, l'Abbé est à 88%. Et Mamou et Farana sont autour de 79%. Bien, on me fait savoir qu'on est un peu acculé par le temps, docteur. On va marquer une courte pause dans cette émission avant de revenir pour parler désormais de ces violences post-électorales qu'on a enregistrées en Guinée juste après la publication des résultats provisoires et pourquoi pas de cette annonce de Cellou Dalein Diallo qui s'est déclaré vainqueur du processus de l'élection présidentielle dès le premier tour. Mais ça sera juste après ça. De retour dans cette émission et merci pour votre constance et considération renouvelée sans cesse à cette télé. Alors, il faut dire tout simplement que nous parlons de cette élection présidentielle au sortir notamment de laquelle la Guinée retient son souffle avec notamment ces manifestations post-électorales. Alors, docteur, c'est vrai que vous parlez tout à l'heure notamment de cette l'explication qu'on pouvait donner à cet engouement ou à cette mobilisation massive des citoyens par rapport notamment au scrutin du 12 octobre. D'abord, le mot d'ordre a été lancé. J'avais l'impression que c'était une situation casus belli préélectorale que nous avons enregistrée parce que les deux fiefs des deux mouvances étaient déjà en position d'affrontement. D'affrontement dans l'urne. Ouais. Et il y a eu un travail de rabattage si méticuleux qui fait que ça s'est poursuivi jusqu'au lendemain des élections, jusqu'au jour des élections. Mais cette fois-ci, jusqu'au jour des élections. Juste dans les urnes. Jusque dans les urnes, je voyais les rabatteurs arrêtés aux environs des bureaux de vote pour indiquer aux électeurs pour qui voter. Je l'ai dit tout à l'heure dans les problèmes des... Donc ça n'a rien à voir avec cette prise de conscience collective en termes de devoir des citoyens par rapport au vote. Parce que moi, c'était un peu... Ce que je peux vous garantir, voilà, et par mon expérience, les Guinéens ont toujours voté massivement. Quelle que soit la situation qui se présente. Mais c'est un vote qui n'est pas basé sur un désir de changement citoyen, mais c'est un vote de repli. À chaque élection, mon candidat, ma région, communauté, mon parent. Donc ça fait que c'est tellement cristallisé et nous avons les leaders politiques qui sont scrutés, qui favorisent, qui sont taillés en fonction de cette conception collective. Donc en réalité, pour le problème, honnêtement, ce n'était pas un vote qui était basé sur une expression citoyenne, mais c'était basé sur une défense d'un intérêt existentiel, ou un vote qui était basé essentiellement sur une rupture, un changement hégémonique des groupes ethniques influents. Bref, cette cartographie est caractéristique de la Guinée. La Guinée, le paysage politique guinéen n'est comparable au paysage d'aucun pays du monde. Qui nous aide. Alors, docteur, il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, c'est une situation qui reste tendue. Le pays retient son souffle.
la Guinée sous tension après la publication de ces résultats. On sait que ça a commencé avant même que la CENI ne finisse les opérations de centralisation des résultats de scrutin avec cette déclaration de Cellou Dalein Diallo qui s'est autoproclamé. Alors, vous, comment est-ce que vous avez aperçu, parce que c'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas une sorte de respect en termes de résiliation par rapport aux élections en Guinée, c'est la CENI qui est habilitée à cela. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire également que la déclaration de Cellou Dalein Diallo était une déclaration qui était prévisible, hein, parce que même de par sa façon de participer à ces élections, on pouvait s'attendre notamment à cette contestation. Bon, écoutez, le processus électoral guinéen est toujours émaillé de contestations. Ça ne s'est jamais passé en Guinée que celui qui a perdu les élections a pris le téléphone pour féliciter celui qui a remporté. Oui, mais c'est une première qu'un candidat s'autoproclame. J'en viens à ça. Donc ça veut dire que nous avons un paysage politique qui est marqué par l'intolérance et le manque d'élégance politique. C'est ça. Ils ne sont pas élégants, nos leaders politiques, malheureusement. Et l'acte du président Cellou Dalein, je ne veux pas stigmatiser, mais c'est inédit dans mon expérience politique. C'est-à-dire, quelle que soit la technologie que vous avez utilisée, cette technologie n'est pas opposable à la CENI. C'est opposable à vous, partis politiques, pour vous permettre d'apprécier les tendances et documenter votre recours devant la Cour constitutionnelle. Mais si vous faites, même si vous avez utilisé les appareils les plus sophistiqués du monde, la loi guinéenne ne reconnaît que la CENI comme instance chargée d'organisation des élections et qui en donne les résultats provisoires, et la Cour constitutionnelle qui donne les résultats définitifs. Donc pour moi, c'était une naïveté politique tout simplement, du fait de penser que des résultats qui sont comptabilisés dans le QG d'un parti politique peuvent être opposables à la CENI. Non. Mais au contraire, le seul document opposable à la CENI et à la Cour constitutionnelle, c'est la copie du procès verbal. Si les partis concernés ont la possibilité d'avoir une copie authentique, n'est-ce pas, du procès verbal, ils peuvent faire un recours devant la Cour constitutionnelle où ils peuvent avoir gain de cause. Pour preuve, en 2010, le nombre d'électeurs de suffrages valablement exprimés a été presque taillé du tiers par la Cour suprême, parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités sur les procès verbaux et les recours qui ont été déposés. La Cour suprême d'alors a enlevé beaucoup de voix. C'est pourquoi Cellou Dalein, qui avait 44% au premier tour, s'est retrouvé avec 39% après le résultat de la Cour suprême. Et Alpha, qui était autour de, je crois, 25%, s'est retrouvé à 18%. Alors, on s'est retrouvé dans une situation où beaucoup de voix ont été élaguées à cause des irrégularités qui existaient. Donc, l'autoproclamation du président Cellou Dalein est une faute politique. C'est une violation des dispositions du Code électoral, de la Constitution et même du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et les élections. Mais est-ce que cette autoproclamation ne veut pas aussi, ne met pas en exergue le problème aujourd'hui qu'on a en termes d'instances en charge d'organisation des élections, la CENI qui balbutie, parce que depuis 2010, on organise les élections, on est presque à notre 5e expérience électorale, mais on a l'impression que toutes ces anomalies dont vous venez d'évoquer là, c'est des choses. Est-ce que ça ne démontre pas cette méfiance qui, aujourd'hui, est vis-à-vis de cette institution qui doit forcément revoir sa copie? Non, le plus grave pour moi, d'ailleurs, ce qui est plus gravissime, c'est la responsabilité politique. Je crois que la CENI qu'on a est une CENI voulue par les partis politiques. Oui, c'est une CENI. Donc, on ne peut pas s'aimer le vent et récolter autre chose que la tempête. Donc, en réalité, il faut réduire l'influence des partis politiques sur les institutions républicaines. J'ai l'impression que les partis politiques sont tellement vicieux et contrôlent tout le système, surtout les institutions. Quand vous voyez la loi, comment elle est faite à l'Assemblée nationale, on impose un dialogue politique et puis on s'assoit, on se partage les gâteaux, les deux mouvances. Et j'oublie que le paysage politique, ce n'est pas de la chimie ni de la physique. Au contraire, c'est quelque chose qui est incertain. Ça se crée. Ça se crée et puis ça change au gré des humeurs, de la volonté des hommes. Donc, pour moi, la première raison fondamentale, c'est l'irresponsabilité des hommes politiques, qui savent bel et bien qu'ils n'ont pas d'assises politiques convaincantes, en dehors des assises basées sur l'ethnie. Ils n'ont pas de projet. C'est les mêmes personnes qui ont gouverné ce pays. C'est les mêmes tranches d'âge, même génération, et le tout formaté par le même système politique. C'est eux qui s'alternent à la tête de ce pays. Et ils n'ont pas de projet de société que de l'ethnie.
Ils n'ont pas de projet de société que la communauté. Ils n'ont pas de projet de société que la violence. Donc en réalité, la violence fait partie de l'ADN des hommes politiques guinéens. L'autre élément que je vais rajouter à cela, c'est le fait qu'on ne respecte pas la loi dans ce pays. La CENI est victime. C'est une victime des hommes politiques. Parce qu'en réalité, quand vous voyez le travail de la CENI, l'ensemble des commissaires, issus de tendances différentes, se côtoient, ils travaillent. S'il y a de l'argent à partager, ils se partagent. S'il y a le bonheur, ils le partagent ensemble. Mais dès que les élections atteignent la phase décisive, leurs patrons les appellent, parce que c'est des employés, ils commencent à violer le principe de collégialité, n'est-ce pas, qui doit caractériser le fonctionnement de la CENI. Donc, le problème, on a un problème d'homme. Ce n'est pas un problème de CENI, mais c'est un problème d'homme. C'est vrai, la nature de la CENI pose problème, mais quand un parti politique désigne un commissaire, un représentant, on dit qu'il ne rend compte à aucune entité, même celle qui l'a mandaté. Justement, parlant de la Commission électorale nationale, il y a également une dernière information sur la CENI. Il y a des commissaires qui se sont retirés notamment de l'instance parce que, selon eux, ils dénoncent un peu la fraude ou les fraudes dans lesquelles notamment a brillé l'institution en termes d'organisation de ce scrutin présidentiel. Mais malheureusement, ce n'est venu qu'après la publication des résultats. Et puis, ce sont des commissaires qui sont désignés par l'opposition. Même si, voilà, comme vous l'avez dit, on ne peut pas les départir des deux. Mais est-ce que le fait que ces commissaires-là aujourd'hui se retirent de la commission électorale ne montre pas en suffisance qu'on a une instance en charge des élections aujourd'hui qui balbutie, qui a des véritables problèmes à l'interne? La CENI souffre d'un problème de légitimité par la faute des hommes qui composent. D'abord, que dites-vous de ces démissions qui, voilà, pour cause de fraude? Moi, je pense qu'honnêtement, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas, la fraude, c'était à quel niveau? C'est au niveau de la totalisation? Parce qu'ils ont démissionné pendant la totalisation. Est-ce que c'est pendant la totalisation qu'on fait la fraude ou bien c'est dans les bureaux de vote? La question que je me pose aujourd'hui, parce que tous ces commissaires étaient en mission à l'intérieur du pays. Ils parlent des travaux de centralisation et de totalisation des résultats. Donc, c'est tout ces passés-là parce qu'ils ont œuvré pour que ça soit parfait, le système, mais qu'il n'y a pas de solution. Donc, finalement, ils boudent l'éponge. Honnêtement, ça, c'est leur casserole, les membres de la CENI. Mais moi, je crois que le travail, toute la fraude du système électoral guinéen réside dans l'insuffisance de la loi, mais ensuite, du fait que les membres de la commission électorale ne s'identifient pas à la loi, mais s'identifient aux formations, aux états-majors politiques, qui, elles s'identifient aux ethnies. C'est ça le vrai problème de fond. Sinon, on n'a pas besoin de CENI en Guinée, dans le sens réel du mot. Il faut un minimum de confiance. Si l'État était capable de faire son travail, avec objectivité, l'administration des territoires pouvait organiser les élections, et que la société civile et les formations politiques contrôlent, n'est-ce pas, le processus électoral. Mais en réalité, ce n'est pas pendant la totalisation qu'une démission peut avoir de l'impact. Au contraire, vous avez été sur le terrain. Ils ont même ramené les procès-verbaux de leur circonscription électorale. Maintenant, pendant que les tendances sont connues, vous démissionnez. Vous-même, je pense qu'il revient aux auditeurs de pouvoir faire la part des choses. Et ça ne résout pas le problème, la démission des commissaires. Non, cette démission est une trahison. Ce n'est pas une démission, c'est une trahison. Trahison par rapport au principe qui gouverne même la CENI. Oui. Le principe qui dit que les membres de la CENI sont indépendants. Et ils ne s'identifient qu'à la loi et non aux entités qui les ont désignés. Dès que vous prêtez serment, vous n'obéissez plus aux injonctions des partis qui vous ont désignés. Vous n'obéissez qu'à l'autorité de la loi. C'est une trahison du principe de la loi. Rien n'est dit dans la CENI qui peut permettre à un commissaire. Ils ne sont pas les représentants. Hein. Ils sont désignés par. La loi est très subtile là-dessus. Il y a une différence entre dire représentant et être désigné. Et désigné par. Parce qu'une formation politique peut me désigner. Vous voyez, non? En tant qu'expert électoral, on peut dire, bon, nous, on porte notre confiance sur telle personne qui a la capacité de faire ce travail. Et c'est comme l'Assemblée, comme la société civile. On peut désigner un ancien ambassadeur pour dire, bon, nous estimons, ou bien un ancien Premier ministre. Il y a des moments même où on a même voulu désigner M. Komara
cabinet Komara. Cabinet Komara. On dit désigné par, ça veut dire sur la base des critères de qualité, d'indépendance ou de professionnalisme recherché, vous cherchez le profil correspondant d'une personne qui remplit les critères. Afin de vendre mieux votre image. Exactement. Bah, pour la mission. Si vous vous battez au sein des partis politiques, c'est comme si on dit une personne mandatée ou une personne représentant d'eux. Ouais. Non, ils ne sont pas des représentants des partis, mais ils sont désignés par ces entités-là. Mais autre chose, et pour moi, la vraie chose aujourd'hui, c'est de demander aux candidats de documenter les cas de fraude. Il y en a eu quand même, hein, des tentatives et des cas. Il faut les documenter. Et j'ai quand même des problèmes de compréhension que l'UFDG ou le RPG se permettent de mettre en place des CENI parallèles pour travailler sur des résultats, comme si ceci avait la crédibilité ou la légitimité, n'est-ce pas? Non, mais c'est là, ceci les permettra, parce que, voilà, pour le cas de l'opposition, ils n'ont aucun moyen d'avoir comme cette élection, des PV ou des preuves tangibles. C'est une obligation pour la CENI de donner des copies des procès-verbaux. C'est qui a été tout un problème cette année. J'ai l'impression que d'après nos rapports... C'est dernièrement que la CENI s'est pliée à cela. D'après nos rapports, 81% des représentants avaient eu une copie du procès verbal. 81%, je dis bien. Une copie des résultats et une copie des procès verbaux. Donc, mais est-ce que la copie était lisible? L'existence de ces CENI parallèles, comme vous le qualifiez ainsi, ne peut pas aussi être un moyen de pression sur la commission électorale de parfaire au mieux son travail, parce qu'à côté, il y aura peut-être une sorte de comparaison entre ce qu'il a La seule différence, ça peut se faire sur les chiffres. Mais en termes de légalité et de légitimité ou de crédibilité, ça pose un problème. Un parti politique regarde toujours les choses au prisme de son intérêt. Donc je ne vois pas comment est-ce que ça peut... Non, c'est opposable à la CENI, à condition que si vous avez des documents authentiques prévus par la loi, comme les copies du procès-verbaux. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir documenter les irrégularités. Il faut que les partis politiques se donnent des pools d'avocats spécialisés dans le domaine du droit administratif. En espérant que nos institutions fonctionnent comme on le veut, parce qu'il y a également ce problème en Guinée. On parle de la Cour constitutionnelle. Voilà, les gens, il y a une sorte de méfiance naturelle. C'est clair, mais c'est une méfiance caricaturale. C'est ça. En réalité, quand vous prenez la composition de ces institutions, ils ont tout pour dire le droit. C'est ça le problème, mais docteur. Pourquoi ils ne peuvent pas dire le droit? C'est pour celui qui connaît comment est-ce que le président de la Cour constitutionnelle a été évincé. Voilà, évincé. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un problème de personne. Monsieur Barry, vous pouvez évincer quelqu'un et être plus rigoureux que lui. Parce que vous êtes protégé par la loi. Donc la responsabilité des 9 juges de la Cour constitutionnelle est entière dans ce processus-là. Mais on ne peut apprécier en droit, n'est-ce pas, que la matière. Il faut des preuves. Il faut des éléments de preuve. L'aveu seulement, c'est-à-dire les dénonciations ou des suspicions. Ça ne suffit pas. Il faut documenter, il faut avoir des documents. Bien. Moi, le jeu de chiffres sur les taux de participation, ça me fait rigoler. On en parlera. Parce que nous, on a des chiffres, excusez-moi, nous, on a des résultats des bureaux de vote. On n'a pas les résultats des CACV. Donc nos résultats sont à la source. On en parlera notamment de ces résultats pour cette troisième tranche de cette émission Starcom consacrée essentiellement à l'élection présidentielle et à ces violences notamment qui ont éclaté à Conakry juste après et avant même la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. On marque une courte pause, on revient après. De retour dans cette émission pour cette troisième et dernière partie de l'émission Starcom. Il faut rappeler tout simplement que nous nous intéressons à l'élection présidentielle. Il faut dire que plusieurs personnes ont été tuées dans le heurt entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre à Conakry quelques jours après, notamment la proclamation des résultats, les résultats partiels qui donnent Alpha Condé, président sortant, en tête au premier tour, sont vivement contestés par son rival, Cellou Dalein Diallo, qui revendique sa victoire. Et en même temps, on nous annonce notamment la visite d'une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU qui séjourne à Conakry depuis ce dimanche en vue de désamorcer la crise née de la présidentielle du 18 octobre. Alors, docteur, il faut dire quand même que ce n'est pas à nous de nous exprimer sur le taux ou les chiffres affirmés
par la CENI. Mais est-ce que vous comprenez cette réaction de l'opposition, pas seulement que celle d'Alain Diallo, on a entendu également les 10 autres candidats qui désapprouvent systématiquement le score faramineux obtenu par Alpha Condé au sortir de ce scrutin présidentiel? En réalité, on peut s'interroger sur le score quand, quand le paramètre d'appréciation est basé sur les faits politiques. Mais quand vous connaissez l'électorat, rien ne me surprend. Surtout que la cartographie politique. Exactement. Voilà, lors du double scrutin, on a fait une évaluation des tendances des 3 principaux partis politiques depuis 2010. C'est-à-dire l'ensemble des élections qui ont été organisées ces 10 dernières années, quelle était la tendance des partis politiques en termes de suffrages. Mais vous voyez que les suffrages, ça n'a pas changé véritablement. Mais il y a des réalités, c'est vrai, ça dépend de l'ingénierie qui est utilisée par le parti dans la fraude, en cas pour la fraude électorale. Parce que tous les partis politiques, surtout les 2 principaux, ils ont des machines qui les permettent d'avoir une influence sur le processus électoral et de chercher à gagner par des voies qui ne sont pas des voies légales ou des voies requises en la matière. Mais ce qui est surprenant un peu, ce sont les 59% et dès le premier tour. J'en viens tout à l'heure. Quand nous allons publier notre résultat, je ne vais pas te donner la primeur de cette information. Mais donnez-nous l'exclusivité, docteur. Non, en toute honnêteté, nous sommes en train de finaliser le traitement des informations issues des bureaux de vote. Et ça va apparaître dans les 72 heures. Ça permettra de répondre à votre question. Merci. Alors. Mais en réalité, il faut reconnaître que ces élections-là ne pouvaient pas se jouer à 2 tours. Sauf s'il y a des circonscriptions annulées. Sinon, au vu de mon analyse en tant que spécialiste des élections, il n'y avait pas possibilité de 2e tour. Je vous comprends pas. Celui qui devrait emporter ces élections devrait emporter au premier tour. Au premier tour. Entre Seloudal et Alpha Condé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y avait pas un 3e fort. Ah oui. Quand vous voyez le score de tous les autres associés, ça ne fait pas 5%. Des 10 autres candidats. Alors comment, quand vous prenez, s'ils ont 5% les 10, ça veut dire que 95% doit être partagé entre les 2. Même si c'est partagé équitablement. Ce qui n'est pas possible par rapport aux élections en Guinée, parce que les gens, ils ont des bases électorales figées et ce n'était pas possible d'avoir un 2e tour. Et surtout la cartographie, parce que quand on prenait la Haute-Guinée, 22%, le fichier électoral... Ces élections se sont jouées en forêt, dans la région forestière et en Haute-Guinée. Parce que la Basse-Guinée déjà était... Personne n'avait le contrôle de la Basse-Guinée. Il faut voir d'ailleurs les scores dans les 5 communes de Conakry et dans les préfectures de l'intérieur de la Basse-Côte. Même s'il y a victoire, c'est une légère victoire qui est à peine 3 points de différence. Oui. Mais la moyenne Guinée, on sait qu'elle pouvait écraser à 90% pour Selou. Et la Haute-Guinée aussi pouvait écraser pour 80% pour Alpha. Et quand vous prenez l'électorat dans ces 2 régions, si le vote s'est passé dans la régularité, et il n'était pas possible d'avoir un 2e tour pour ces justes raisons. Je ne connais pas les résultats de la Cour constitutionnelle une fois encore, parce que s'il y a des anomalies importantes qui sont prouvées sur les procès-verbaux, nous ne travaillons pas sur les procès-verbaux. La différence de notre observation, on travaille sur le résultat publié dans le bureau de vote. Là, c'est plus crédible d'ailleurs, parce que là, c'est... Oui, mais ça dépend. C'est l'instantanéité. Comme c'est la loi n'autorise que le procès verbal, le processus est vicié à ce niveau aussi. Parce que entre le bureau de vote et la centralisation, il peut y avoir des manœuvres. Ah, cette chose. Et nous, on n'a pas la possibilité de contrôler cela. C'est pourquoi les tendances qu'on va donner selon nos résultats des bureaux de vote, c'est normalement cette tendance qui nous semble être la tendance la plus crédible. Et la plus juste. Voilà. Parce que là, ce sont les résultats sortis des bureaux de vote avant. Mais en réalité, d'après tout ce qu'on a comme information, le 2e tour n'était pas possible dans ces élections. Pour la simple raison, la cartographie électorale était claire et les autres candidats n'avaient pas une influence qui les permettait d'avoir un 3e qui avait 15%. Il suffisait seulement qu'on ait un 3e qui aura 10 à 15% pour que le 2e tour soit certain. Parce que les autres ne peuvent pas avoir 51%. Avec le 3e qui a ses 15%, plus les autres qui prenaient 1%, 2%, on allait retrouver trois groupes politiques, c'est-à-dire le premier qui allait avoir, en tenant compte de l'électorat du pays, 40 et quelques %,
le deuxième qui allait avoir 30 et quelques pourcents, et le troisième allait avoir 15%, et les autres quelques poussières. Et pour celui qui a notamment analysé les discours de campagne d'Alpha Condé, il a tout fait pour que le match soit entre lui et celui d'Alain Diallo et non pas avec un autre candidat. Ça, c'est du politiquement correct. C'était pour éviter en quelque chose qu'il y ait notamment cette troisième force politique. En réalité... Parce qu'il dit, quand vous votez pour un autre candidat, vous votez d'Alain. Donc, du coup, une façon que le combat s'est réduit entre les deux candidats et pour ne pas qu'il y ait une nouvelle... Je pense que ce discours-là est passé des deux côtés. Alpha a pu faire passer ce discours et c'est lui aussi a fait par passer... erreur politique. Normalement, c'est lui qui devrait... œuvrer à ce qu'il y ait une troisième force politique, c'est le Alain Diallo, parce que... Exactement. Voilà. Lui aussi, il a mobilisé toutes ses forces politiques derrière lui. C'est-à-dire que les 11 candidats contre Alpha Condé, il oublie que les 10 autres ne sont pas des candidats qui pouvaient faire le plein. Ouais. Et le problème qui est arrivé, comment ça s'appelle, Makale Gate, je l'appelle comme ça. Ah oui, c'est... Les révélations de Makale Traoré, elle a été... ont affecté. Il y a deux choses qui ont joué contre Makale Traoré. Deux choses. Par la mouvance présidentielle. Le discours de Tibou et la sortie de Makale bis. Non, Makale. Ah oui. Makale. Oui, l'autre Parce Makale. que les deux Makale, ah oui. pour une population analphabète, ils ne savaient pas pour qui voter. Ah oui. Makale, c'est Makale. Donc en réalité, les deux choses ont joué. Makale était bien partie pour être la troisième fois. Elle a fait l'une des campagnes électorales la plus moderne, sincèrement. Et puis c'était vraiment chiffré, une nouvelle façon de faire la politique. Mais en réalité, le Guinéen que je connais n'est pas encore prêt à avoir une personne comme Makale. Pour la simple raison, on est trop enraciné sur les questions, les calculs ethniques. Alors, moi je crois, les deux ont battu campagne comme si c'était la dernière rencontre, c'est-à-dire le dernier derby pour les deux. Donc, imaginez aujourd'hui, l'électorat a suivi ça. Ils ont donné 0,01% aux 10 autres. Ils ont donné le plein à Selou. Et l'autre côté, ils ont donné le plein à Alpha. Les deux se sont regardés. En réalité, avec le calcul que je viens de vous faire, s'il n'y a pas un troisième fort, il n'y a pas possibilité de faire un deuxième tour. Mais le troisième fort peut être les bulletins nuls. Également, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ou, comment je vais appeler ça, les circonscriptions annulées. Tu vois, non? Le vote non, comment je vais appeler, le vote non viable. C'est-à-dire, le vote non viable, c'est le vote par bulletin nul ou des circonscriptions qui ont connu des irrégularités qui motivent leur élimination. Ou des PV non scellés. C'est ça, je dis, tout ça. Tout est possible. Si ça peut aller jusqu'à 15% ou 10% des bureaux de vote, plus les 10 autres pourcents, les 5 autres pourcents des 10 autres candidats, ça fait 15%. En déduisant ça sur le score des deux candidats, le deuxième tour devient inévitable. Mais si ce n'est pas ce cas de figure, je ne présageais pas la possibilité d'un deuxième tour. Celui qui devait remporter ces élections devrait l'emporter au premier tour. Alors, parlant de ces résultats, bon, c'est vrai que la position de celui d'Alain Diallo est connue là-dessus parce qu'il reste statique sur sa position. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on se trouve désormais dans une crise post-électorale et la crise, elle était prévisible pour celui qui connaît depuis le 22 mars dernier jusqu'à maintenant. Rien n'a été fait en termes de rapprochement des violons des acteurs, pour un dialogue quel que soit, autour notamment de cette crise politique guinéenne. Aujourd'hui, la crise se prolonge et on se retrouve devant également une nouvelle crise. Alors, selon vous, mais le problème de la Guinée, à chaque élection, on débouche sur une autre crise. Qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, la situation de la Guinée est très atypique. D'abord, il faut que les acteurs politiques renoncent à la violence comme un moyen d'expression politique. Il faut en finir avec. Pourquoi? Quand ils connaissent la configuration de leur électorat basée sur les communautés, sur l'ethnie, toute violence tout discours violent de leur part opposerait les ethnies les unes contre les autres. Donc la responsabilité voudrait qu'ils se refusent de manipuler leur électorat, parce que leur électorat est ethnique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que l'État soit juste dans le maintien de l'ordre. Il faut que l'État soit juste. Que les forces de sécurité aient les moyens conventionnels de maintien de l'ordre. C'était énorme. Des bébés, des 3 gens. Il y a eu beaucoup de décès. Mais c'est extraordinaire. Je vais dire pour chacun tout à l'heure ce qu'il doit faire. Alors, l'armée doit rester républicaine. Maintenir l'ordre public et la sécurité de l'ensemble des citoyens et leurs biens. Regarde,
les gens qui sont tués au fief de Selou, est-ce que c'est des gens qui étaient dans la rue nécessairement? Pas du tout. Non. Peut-être eux-mêmes, ils sont pour Alpha ou bien ils sont pour un autre candidat. Alors, utiliser la force de manière aveugle, quel que soit le motif, c'est des innocents qui vont perdre. Des victimes collatérales. Des victimes collatérales. Donc, la troisième chose, c'est les militants qui descendent dans la rue. Il faut qu'ils comprennent. La manifestation doit être une manifestation pacifique. Vous devez démontrer par votre nombre et la pertinence de votre revendication pour que l'ensemble de la population soit de votre côté. Mais si vous faites tomber les poteaux électriques, vous savez, la Guinée, on a un problème d'électricité. Même si les poteaux là ne s'allument pas, c'est des acquis. Quand vous allez prendre le pouvoir, peut-être, au lieu de mettre les poteaux, vous allez mettre les panneaux solaires. Ouais. Ça vous donne, ça vous fait du temps à gagner. Du temps à gagner. Ouais. Mais faire tomber les poteaux, vous imaginez, même des conteneurs pour barrer la route, sans compter les hauts fourneaux qui sont allumés sous le goudron. En tout cas, ça sent d'une raison, non? Parce qu'on se rappelle pour un peu corroborer à vos propos, autant de Lansana Conté, c'était de la Haute-Guinée, on a vu des gens de Sigiri même qui déterraient le goudron, le bitume. Donc du coup, c'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas une question de peul mais c'est ancré dans la mentalité du Guinéen. Exactement. Donc c'est pourquoi je dis que la violence est dans l'ADN des hommes politiques guinéens. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est pourquoi il faut savoir se ressaisir et manifester pour impressionner la communauté internationale et amener les autres citoyens du pays, les indécis, à vous rejoindre. Mais si vous faites peur aux indécis, vous les bâillonnez, vous les faites peur, la terreur s'installe. Parce que ce que je vois sur le terrain, ça ressemble à du terrorisme civil. Ouais. C'est-à-dire utiliser la peur et la violence pour obtenir gain de cause dans une... Non, il faut qu'on y renonce. Aujourd'hui, il y a des groupes d'autodéfense qui sont créés. Nous l'avons annoncé dans notre dernière déclaration. Aujourd'hui, à Anta, les Verts Sangoya, les Kisoso, les Lansanaya, sur l'autoroute, il y a des groupes d'autodéfense. Dans le fond de Ratoma, il y a des groupes d'autodéfense. Les Baïlobaya, les Fofomere, les Kabelé, les Kuntia également. C'est-à-dire la haute banlieue de Conakry, il y a des groupes de défense, d'autodéfense. Hier, on m'a informé déjà qu'il y a eu des assaillants qui étaient munis de cocktails Molotov, qui ont jeté dans la concession des autres. Parce que justement, ceux-ci sont ceux sont d'une autre communauté. Et on pense que ceux qui sont Peul sont avec Selou et ceux qui sont Malinké sont avec Alpha. Il faut que ça change. Alors, quelle que soit l'issue des élections-là, il faut une refondation de l'État. Il faut, je dis bien une refondation de l'État à travers une révision, un retoilettage approfondi de la Constitution de 2020. Pour que cette Constitution soit plus consensuelle, il faut que celui qui gagnera ces élections doit penser à la mise en place d'une commission nationale d'experts pour relire cette Constitution et le faire valider par l'Assemblée nationale ou par référendum. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, il faut que la justice fasse son travail. Toutes ces victimes qui sont tombées... le cas de ces victimes. Exactement. Les gens qui sont interpellés, on les interpelle, on les fait payer 600 000 à 1 million et puis on les relâche. C'est devenu une sorte de sport favori. Exactement. On ne fait pas d'enquête pour savoir ces groupes-là qui sont constitués dans les quartiers, ils roulent pour qui? Mais la plupart sont des délinquants. On a vu le cas de Cancan, l'un des jeunes qui est désigné comme étant l'instigateur de toutes ces violences. Il s'est déclaré ouvertement lors d'une rencontre avec notamment la coordination Peul. Et par après, pour dire on a fumé le calumet de la paix. Et puis le jeune, il est là, mais il n'est pas inquiété. Il n'a pas du tout inquiété. Oui. Et il a dit que c'est eux-mêmes qui trichaient les élections. Officiellement. En réalité, l'impunité est orchestrée par l'État, mais soutenue par la classe politique. Ouais. Vous savez, quand on arrête un militant, même si on l'a vu avec une arme de guerre, on se mobilise, on dit qu'on a arrêté nos militants. Il faut le libérer. Il faut le libérer. Même si ce dernier est un délinquant qui sème la terreur, il faut le libérer. Donc, cette immunité imposée par la classe politique sur la justice doit cesser. Donc, il faut refondre la Constitution et revoir les institutions en profondeur, y compris la Cour constitutionnelle. La deuxième chose, il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale pour faire la paix. En tout cas, le professeur gouvernement doit porter... Tend la main à l'opposition. On espère que ça ne s'est pas une sorte de sortie politique. On a entendu ça. Voilà, mais que c'est... Tendre la main à l'opposition, on a entendu. Il faut que l'action suive la parole. D'abord, l'opposition n'a jamais pris la main tendue du président depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Et la main tendue du gouvernement... C'est à moitié également. C'est à moitié. C'est une moitié. C'est la main tendue sous Covid-19. Où tu veux saluer quelqu'un, mais tu ne veux pas lui serrer la main.
C'est ça qui se passe. Donc, en réalité, il faut un gouvernement d'union nationale. Et le Premier ministre, issu de ces élections, après ces élections, doit être un Premier ministre consensuel. Pourquoi ne pas le puiser dans l'opposition ou à la société civile, oui. Alors, au niveau de la diaspora? Nous arrivons... Donc, moi, je crois, en réalité, en conclusion, oui. et dernière chose. Non, avant de conclure, je voudrais avoir votre avis notamment sur cette mission conjointe de la communauté internationale. Il y a la CEDEAO, l'ONU, l'UA qui s'annoncent en Guinée. Ils sont là depuis dimanche. Mais patatrata, on a vu Cellou Dalein Diallo qui est pris en quelque sorte entre griffes en otage chez lui, conditionne, s'il y a éventualité de rencontrer cette mission, à son bureau qui se trouve du côté de Hamdallah et lui, il est à domicile du côté de Dixine. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas également un grand espoir qu'on peut avoir vis-à-vis de cette mission conjointe. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes notamment d'approchement, que Cellou soit libre de ses mouvements? Quelle est la formule que vous proposez pour qu'il ait vraiment cette sorte de rapprochement de positions à travers cette mission? Pour moi, le préalable est que tous les deux camps, y compris les 10 autres candidats, fassent des discours solennels pour dire à la population de renoncer à la violence. Oui, ça c'est la priorité. Oui. Que Cellou soit séquestré ou pas séquestré, la réalité, c'est aussi une forme de violence sur lui. La violence engendre la violence. Du fait de fermer les frontières du côté du Sénégal et de la Guinée-Bissau est une forme de violence d'État. Ça s'appelle la violence économique. Parce qu'aujourd'hui, cette partie de la population est privée des denrées essentielles. Du fait de barrer la route de Mamou pour empêcher ceux qui quittent Dabola de rentrer à Conakry et Conakry et vice-versa, c'est une forme de violence aussi économique. Parce que ça asphyxie la capitale et ça empêche les autres régions de l'intérieur d'accéder aux produits essentiels. Tout ça, c'est de la violence. Il faut que chacun d'eux s'engage à renoncer à la violence et s'adresse à leurs militants pour leur dire de revendiquer, mais de manière pacifique, strictement pacifique. Ça, il faut que, si Cellou ne tient pas ce discours, il va rater cette page de son histoire. Il faut qu'il tienne ce discours, j'insiste là-dessus. Et le président Alpha Condé doit se montrer rassembleur. Il doit se montrer comme l'ours blanc. Il doit se montrer rassembleur pour que tout le monde ait la volonté qu'il veut gouverner un pays uni et non un pays en lambeaux. L'exigence de la société civile aujourd'hui est que ces deux partis s'engagent à tenir ce discours pour que la tension ethnique puisse baisser avant toute négociation. Ouais. Ce n'est pas la liberté personnelle de Cellou qui est plus importante que la violence qui se passe actuellement dans le pays. Ouais. Il faut qu'il fasse faire la part des choses entre les deux. Faire la rencontre à son bureau, je suis d'accord. Nous sommes déjà dans une médiation. La société civile, une délégation de notre task force conduite par Elaz Keriba Diaby, et moi-même et d'autres collègues, on s'est rendu déjà au siège du RPG. On a rencontré le Premier ministre, on a rencontré le ministre de la Défense et le ministre Thibou. On a fait passer le message de lever le bouclier chez le président Cellou Dalein pour lui permettre d'accéder au moins aux biens essentiels de survie et d'existence. L'étouffer de cette manière, c'est une violation de ses libertés fondamentales, mais en réalité, nous sommes dans une situation de violence où son discours a contribué à enraciner cette violence-là. Donc, il faut que sa liberté, c'est la cessation de la violence qui doit être la condition essentielle. Ça n'est pas au-dessus, ça c'est au-dessus de sa liberté personnelle. Parce qu'en réalité, Mandela est parti en prison pour éviter les Sud-Africains de vivre ce qu'ils ont vécu. Il s'est sacrifié pour que son peuple ait la paix. C'est valable pour tous les autres grandes personnalités que vous avez connues dans le monde entier. Donc, en réalité, il faut que le sacrifice soit consenti pour que la paix règne dans la cité. Et Cellou n'est pas le seul garant. L'action de l'État, l'intervention de la police, de la gendarmerie et de l'armée doit aussi se faire dans les règles de l'art. Et le dernier message, c'est à la jeunesse. Le gouvernement qui sera issu de ces élections doit être un gouvernement qui doit mettre une attention particulière sur la jeunesse. Et non les discours fallacieux qu'on a l'habitude d'entendre. On promet, depuis sous Conté, Conté a dédié son septennat à la jeunesse et aux femmes. Alpha a repris la même rhétorique. On est en train de tromper la jeunesse parce que notre jeunesse n'est pas consciente. Il faut qu'elle se réveille, qu'elle dicte son agenda aux hommes politiques. Et le gouvernement qui doit se mettre en place
doit régler définitivement le problème de la jeunesse, qui ne peut pas se régler en un an ou deux, mais il faut des actions essentielles de rupture pour redonner l'espoir à la jeunesse et accroître la crédibilité du système éducatif. Pour moi, ça, c'est des 3 actions phares qui est attendu de n'importe quel gouvernement, qu'il soit du gouvernement. J'aimerais bien avoir un gouvernement Cellou Dalein Diallo, pourquoi pas, au sorti de ces élections. Bien, vous l'avez compris. Monsieur le Premier ministre Cellou Dalein Diallo qui accepte de travailler avec Alpha Condé, au cas où c'est Alpha Condé qui est déclaré vainqueur, pour que les deux travaillent ensemble, pour sortir la Guinée de cette situation. C'est tout ce qu'on peut espérer pour la Guinée. Vous l'avez compris que l'ère est grave en Guinée, avec notamment la situation qui prévaut dans notre pays. Mais ensemble, nous allons continuer à prier pour notre nation, mais surtout, nous devons tous œuvrer pour le meilleur de la nation et pour le devenir de la Guinée, car ce pays nous appartient tous. C'est sous ces mots que nous fermons porte-fin de cette émission. Docteur Dansa Kourma, merci d'être passé dans cette émission et j'espère que ça ne sera pas non plus la dernière. C'est un devoir. Ah ouais, vous décrochez. Si jamais les populations de Conakry acceptent de faire la paix, on pourra faire d'autres émissions. Et c'est promis, ils le feront parce qu'ils vous suivent dans cette émission. Alors, il ne me reste qu'à vous dire merci, vous, aimables téléspectateurs de cette émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci pour votre aimable attention et surtout ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.